Ce projet est né de nos discussions avec les stagiaires, certains d'entre eux disant que la conquête spatiale coûte cher et ne sert à rien. Pour mettre cela en perspective, je cite souvent les chiffres. Le budget de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, est de 6,49 milliards d'euros. Celui de la NASA, 23,27 milliards de dollars. Dans le même temps, le budget de l'armée française est de 50,1 milliards d'euros, alors que celui de la défense des États-Unis est de 732 milliards de dollars. La recherche a un coût relativement réduit et contrairement à d'autres dépenses et contrairement à ce que l'on pense, les retombées pratiques sont nombreuses. Communication, prévision des catastrophes naturelles, système de positionnement, GPS et Galileo, l'aide à l'agriculture, système de détresse comme les balises Argos, mais aussi des objets du quotidien comme les micro-ondes, les lampes LED, les purificateurs d'air, les lisseurs de cheveux, entre autres, nombreux objets de notre quotidien. Ce projet est donc une réflexion sur les progrès de la conquête spatiale. Nous voulions montrer par quelques exemples amusants et pas du tout exhaustifs les bénéfices de la recherche spatiale. Nous avons prolongé cela par des interviews qui permettent une réflexion sur la vision actuelle de la science et du scientifique. Je m'appelle Guillaume Trapp, je suis physicien et médiateur scientifique au sein du Luxembourg Science Center. Le Luxembourg Science Center, c'est un musée de sciences et de technologie. L'objectif, c'est de mettre à portée du public la science et les technologies de façon ludique, spectaculaire, émotionnelle et surtout informelle. Pour moi, c'est une passion, en tout cas. C'est l'étude raisonnée, rationnelle du monde qui nous entoure. Comme vous le savez sans doute, la science, depuis tout temps, a fourni aux hommes des armes, en fait, pour se battre et se défendre également. Ça a déjà commencé pendant l'Antiquité avec Archimède, qui a défendu sa ville, Syracuse, pendant je crois, plusieurs longs mois, en utilisant les lois de la physique pour fabriquer ici des catapultes, là des miroirs ardents, etc., etc. Et pendant la dernière grande guerre qui a eu lieu dans le monde, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le développement de toute la physique subatomique, avec notamment l'établissement de la bombe atomique. Donc oui, les guerres sont des temps de recherche intense. La science en elle-même n'est pas dangereuse, c'est l'homme qui peut l'être en faisant usage de ces connaissances-là. Donc ça irait plutôt dans le sens de votre deuxième proposition, je dirais. C'est la science peut rendre l'homme dangereux, mais je ne pense pas que ce soit la science qui génère le danger. C'est des hommes dangereux déjà qui vont utiliser à mauvais escient certaines connaissances, bien sûr. Il fut un temps, fin 19e, début 20e, où les scientifiques étaient très très respectés, très très écoutés. Et puis, avec le temps, une sorte de relativisme universel s'est installé, où la parole des uns et des autres était mise sur les mêmes plans. Et donc la société, qui à une époque a pu être un peu positiviste, c'est-à-dire très très pro-science, a commencé à, au contraire, relativiser le discours de la science. C'est un discours parmi d'autres, etc. Et donc, d'une certaine manière, les scientifiques sont descendus un peu de leur piédestal, malheureusement, selon moi. Oui, l'image s'est dégradée, et en même temps, j'ai bon espoir de redorer un peu le blason de la science au XXIe siècle. Il y a tout un nombre de séries, par exemple, de séries télévision, qui aujourd'hui mettent en scène des scientifiques, des geeks, et qui les valorisent beaucoup. Big Bang Theory, Breaking Bad, etc., etc. En fait, tout tourne autour de scientifiques. Et donc, je pense que la société commence à comprendre de plus en plus les avantages, les intérêts de la science, et comprennent aussi que ça peut être perçu comme quelque chose de très, très cool, en fait. Il est évident qu'on va vers un monde de plus en plus digital,
On va vers un monde aussi de plus en plus quantique, c'est-à-dire basé sur non plus les lois de la physique classique, comme ça a été le cas au XXe siècle, mais plutôt sur les lois de la physique quantique, donc des lois probabilistes, basées sur vraiment les propriétés de la matière à l'échelle la plus petite. Et puis, je crois aussi on va vers un monde tourné vers l'espace, un monde qui s'ouvre, un monde dans lequel la planète ne suffit plus, mais on colonise le système solaire, on s'installe sur d'autres astres, et l'humanité s'étend dans le cosmos. Moi, je dirais que la science en elle-même n'est pas dangereuse. La science, c'est des connaissances. C'est une accumulation de connaissances sur le monde. C'est pas tant les connaissances qui sont dangereuses que ce qu'on en fait. Donc, ce sont les applications de la science qui peuvent être dangereuses si elles sont utilisées à mauvais escient. Et encore faut-il définir ce qu'on appelle quelque chose de bon et quelque chose de pas bon. Hein. C'est une autre question. Mais donc, je ne crois pas que la science en elle-même soit bonne ou mauvaise. La science est objective. Plus on communique et plus on peut véhiculer d'idées. Il y a aussi de fausses idées, des fake news, des complots qui sont des choses qu'on propage aussi. Et finalement, les nouvelles technologies propagent un peu toutes les idées et ont tendance à les relativiser, c'est-à-dire à les mettre un peu toutes sur le même plan. Et donc, de ce point de vue-là, malheureusement, les nouvelles technologies donnent beaucoup de lumière à des choses qui, en fait, devraient rester de l'ordre de l'anecdotique, quoi. Bon, il y en a déjà une, c'est la nôtre. Après, nos plus proches voisines, pourvu qu'on ait les bonnes technologies, sont habitables. La Lune est habitable. Des hommes y ont habité. Quelques jours à peine, mais voilà. Pareil pour la planète Mars. Donc je vous réponds oui, et je vous dirais même, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Un jour, vous irez peut-être camper sur la Lune. C'est pas totalement improbable. La Lune n'est qu'à quelques jours de route, finalement, pourvu qu'on ait le véhicule et les bons équipements. Ah, les années 80, quelle belle époque. Mais il y avait quand même quelques inconvénients tels que les appareils dentaires. On portait des appareils comme celui-ci. Et heureusement qu'en 1986, grâce aux recherches de la NASA, les appareils dentaires invisibles réalisés à base de céramique ont été développés. Ils ont l'avantage d'être très résistants et à peine visibles. Tom Cruise lui-même a choisi la céramique pour son appareil dentaire. Lauravia, ça a été fondé en 1975 par mon père, donc moi j'ai repris la société, donc elle existe depuis pas mal de temps déjà. Dans notre entreprise, actuellement on est 4. Voilà, après quand il y aura l'école de pilotage, il y aura d'autres personnes qui viendront se joindre à nous. Les métiers dans notre entreprise, c'est essentiellement des métiers de mécanique moteur avion, moteur ULM. Donc les activités principales de Lauravia maintenant, c'est devenu exclusivement de la réparation et de l'entretien de moteurs d'ULM, donc des moteurs 2 temps, des moteurs 4 temps thermiques, service après-vente, vente de pièces détachées. Dans un deuxième temps, il y aura la nouvelle école de pilotage Lauravia, basée dans le futur emplacement d'Argancy. C'est sûr qu'il faut aimer la mécanique. C'est sûr qu'il faut être passionné de moteur à explosion, moteur thermique 4 temps, voilà, et puis être passionné d'aéronautique pour ceux qui veulent travailler dans l'école. Il faut savoir que les jeunes qui s'intéressent à l'aviation légère, c'est un tremplin pour leur future carrière d'ingénieur aéronautique, pilote de ligne, armée de l'air, etc. Concernant l'aviation de transport, je ne parle même pas de l'espace, c'est le dernier secteur humain qui ne pourra pas se passer d'hydrocarbures. Quoi qu'on pense, un avion à hydrogène, un avion électrique ne pourra jamais traverser les océans. Hein, pour traverser les océans, il faut des réacteurs qui marchent au kérosène. Ça vole à 800-900 km/h, parce que si ça vole moins vite, vous allez mettre 3 jours pour traverser l'Atlantique ou le Pacifique, personne ne va être intéressé.
Après, j'ai quelques idées d'avions électriques, mais ce sera des avions qui voleront beaucoup moins vite et qui seront moins, qui feront pas les mêmes distances ils ne pourront jamais traverser l'Atlantique en électrique. Ça, il faut pas rêver. Quand on connaît l'énergie capacitive d'une batterie par rapport à de l'hydrocarbure, l'essence ou du diesel ou du kérosène, c'est incomparable, quoi, hein. C'est un rapport d'1 pour 50. 1 kg d'essence, ça équivaut presque à 50 kg de batterie en énergie embarquée équivalente. Donc le problème de l'aviation, c'est le poids. Donc comment voulez-vous, avec un tel handicap, prendre des batteries électriques? Voilà, donc le problème restera entier, et le lithium, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire des batteries, mais il ne pourra jamais être 10 fois plus léger que ce qu'il est actuellement. On ferait mieux de s'occuper correctement de notre planète, parce que je ne pense pas qu'il y ait de plan B, parce que de toute façon les distances, je parle même pas, bon, les autres planètes du système solaire, elles sont invivables, aussi bien Vénus que Mars et tout. En plus, il y a les rayonnements cosmiques quand vous voyagez. Donc les personnes qui iront sur Mars, pour moi, ça s'appelle un voyage sans retour. Voilà, donc mes enfants à moi ne feront jamais cosmonautes, à moins qu'ils veuillent se suicider. Et de toute façon, les autres planètes sont à des distances telles que de toute façon, il ne faut pas rêver. Au-dessus de 4000 mètres, il y a déjà des problèmes à manque d'oxygène. L'atmosphère diminue en densité aussi. Donc l'atmosphère, il y en a encore même à 30 ou 40 km, hein, la stratosphère et tout, il y a différentes couches d'atmosphère. Donc on peut voler sans les frottements, c'est-à-dire voler comme les satellites le font. Et donc eux, effectivement, ils tournent autour de la Terre à 30 000 ou 40 000 km/h sans aucune consommation d'énergie, parce qu'ils ne sont plus dans l'atmosphère. C'est-à-dire ils sont à minimum 400 km, voire même plus, d'altitude. Donc là, il n'y a plus aucun frottement. Et donc vous savez très bien qu'un déplacement horizontal, enfin il n'est pas horizontal, mais un déplacement sans frottement, c'est un déflatement infini. Donc effectivement, on pourrait se dire, on n'a qu'à sortir de l'atmosphère et se déplacer gratuitement. Le seul problème, c'est que pour monter tout là-haut, il faut énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Donc ça coûtera plus cher en énergie que de voler à l'altitude à laquelle volent les avions aujourd'hui. Les avions de ligne volent à 10 000 mètres d'altitude, à peu près 10 km. Voilà, donc il y a déjà moins d'air, donc il faut pressuriser les cabines. Il fait moins 50 degrés, donc il faut chauffer les cabines. Il faut renouveler l'air, donc ça demande beaucoup d'énergie. Mais si on voulait aller dans l'espace, ça demanderait encore beaucoup plus. Regardez les fusées quand elles décollent, il y a une dépense d'énergie colossale, quoi, hein. Mais moi j'ai une idée, je vais faire d'ailleurs un brevet, d'avion électrique, mais beaucoup plus modeste, c'est-à-dire que la vitesse coûte cher en fait, hein. Donc des avions électriques qui volent à 300 km/h, donc à peu près aussi vite que le TGV, et qui peuvent faire des distances de 500 à 1000 km en électrique, donc 100% écologique. Je pense qu'il y a des vies, mais elles sont tellement loin qu'on ne communiquera jamais. Hein, puisque la plus proche planète, Proxima Centaure, elle est à 4 années-lumière, donc il faut pouvoir se déplacer à la vitesse de la lumière. Normalement, au-delà de la vitesse de la lumière, on se transforme en énergie, selon Einstein. Enfin bon, personne n'a été le vérifier. Voilà, donc déjà 4 années pour aller leur faire coucou, et 4 années pour revenir. C'est un peu long, quoi, hein. Donc, ou alors il faut inventer des nouveaux modes de déplacement spatio-temporel. Et là, je pense que, bon, à part au cinéma, il ne faut pas rêver, quoi, hein. Donc l'univers est vaste, c'est vrai, ça laisse rêveur, mais il faut garder les pieds sur terre, les amis. Allô? Ouais, ça va, tranquille? Tranquille, ouais, tu fais quoi? Ouais, c'est toujours bon pour 4h20? Attends 2 secondes, je t'entends mal. Allô? Allô? Oh, j'ai plus de réseau! Non! On se croirait dans les années 60. En effet, si le téléphone portable fonctionne, c'est grâce aux satellites. Les satellites sont des objets artificiels envoyés dans l'espace en orbite. Le premier a été envoyé en 1957, il s'appelait Sputnik. Depuis les débuts de la conquête spatiale, nous envoyons de plus en plus de satellites de communication grâce auxquels nous pouvons utiliser nos téléphones portables partout dans le monde. Moi, je m'intéresse dans ma pratique artistique à l'usage qu'on a des technologies, notamment des technologies numériques. On me connaît essentiellement pour pas mal de travaux critiques. Déjà, il y a 4 ans, je voyais tout le temps le même chiffon rouge agité
autour de la question de l'intelligence artificielle, à savoir la question de la peur. La peur qui n'est autre que finalement l'opposition de l'homme à la machine, dans ses capacités finalement nous dit-on, surtout en science-fiction, dans le dépassement de la machine par l'homme. Et en fait, j'ai essayé d'analyser ça. Au départ, j'avais envie de contrer l'histoire. J'avais envie de dire, eh bien, si je dois croire à cette histoire, je prends une entité robotique automatique d'aujourd'hui et je le punis préventivement pour tous les autres. Comme ça, quelque part, moi, j'ai réglé l'affaire. Si derrière, ils nous font du mal, eh ben, j'en aurais puni un pour l'exemple. Parce qu'on y consacre des moyens. Le web, l'origine du web, c'est l'armée américaine qui a des fonds et qui finance voilà, le DARPA grâce, le mot est peut-être mal trouvé, mais en tout cas, ou à cause de la guerre. Alors ce qui est sûr, c'est qu'après, en général, effectivement, ça fait des petits dans la société civile. Et c'est tout l'argument d'ailleurs de l'exploration spatiale. Hein. On dépense de l'argent dans la recherche, mais derrière, en fait, on s'en crée des nouveaux marteaux pour la société. Le scientifique à l'origine, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre, qui cherche à savoir, qui cherche à faire avancer la science. Le problème aujourd'hui, c'est quand par exemple les industriels cherchent à détourner ça, quoi. Au lieu de financer vraiment la recherche et la science, on va demander aux chercheurs de potasser spécifiquement une problématique marchande, par exemple, alors que c'est pas leur rôle. Les mathématiques nous disent que oui, ça doit exister ailleurs. À date, rappelez-vous bien qu'on n'a absolument pas les moyens d'envoyer qui que ce soit dans une planète potentiellement habitable, et que les projections de visite ou d'exploration, d'approche, disons, de ces potentiels lieux habitables se feront demain avec de la nanotechnologie, hein, avec des véhicules spatiaux plus petits que la taille d'un pouce. Mais moi, je me souviens, quand j'étais au collège, au lycée, on disait que, en gros, ceux qui avaient des moins bonnes notes, on les envoyait dans les filières techniques, comme des voies à garage. Alors qu'en réalité, voici 20 ans, 25 ans après, où je vois les cadres qui sont ceux qui ont suivi les filières générales, quitter leur job de bureau et aller se former à un métier technique, aller se former au travail du bois, aller se former à l'artisanat de tout type. On a regardé la technique, mais pas que la technologie, la technique en général, comme quelque chose de subalterne. On a snobé ça. Moi, je trouve ça stupide d'être nul, par exemple, en électricité. Enfin, je sais pas, on a tous l'électricité à la maison, on est tous des billes en électricité. Et c'était un peu pareil, je me rappelle en littérature, en cours de français au lycée, par exemple, plus tard, où j'avais une prof de français qui nous disait « Mais non, en fait, dans ce texte-là, dans ce passage-là, c'était telle métaphore filée qu'il fallait décrire parce que ceci, cela. » Et moi, j'avais envie de lui dire « Mais moi, c'est pas ça que je lis, quoi. Moi, je lis autre chose. Et s'il vous plaît, madame, permettez-moi de lire cette chose avec mes yeux. » Mais c'était pas possible parce que l'exercice, c'était de lire que la professeure lisait, quoi. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo placement de produit pour la marque X23B. Donc je vais vous présenter sa nouvelle gamme avec le traitement anti-rayures et c'est parti. Donc maintenant nous allons utiliser la marque X23B, m'a envoyé une paire de lunettes SS3. Donc c'est parti pour les utiliser. Donc effectivement elles sont équipées d'un traitement anti-rayures. Et donc on va s'équiper pour les essayer comme il se doit. Évidemment, toujours protégé. C'est parti.
Assistant. 3, 2, 1, go! Et vous voyez les amis, le traitement anti-rayures qui a bien fonctionné. Donc je me présente, moi c'est Emeline Dinco, donc je suis doctorante en deuxième année au laboratoire Sol et Environnement et je suis principalement basée à l'IUT de Thionville-Lutz. Moi je travaille dans la recherche, je travaille principalement donc, sur des sols qui sont contaminés en hydrocarbures et du coup je vais essayer de trouver des techniques biologiques, donc utiliser des micro-organismes et des plantes pour pouvoir dépolluer ces sols contaminés en hydrocarbures. Enfin, pour moi, la science, c'est vraiment pas forcément centré au niveau d'un chercheur dans son laboratoire, c'est vraiment quelque chose qu'on exploite au quotidien. Les inventions qu'on a dans la vie de tous les jours, donc que ce soit les frigos, les micro-ondes, enfin, on utilise vraiment la science au quotidien sans forcément s'en rendre compte. Et après, au fur et à mesure, forcément, il y a de plus en plus d'outils qui sont créés, de plus en plus complexes. Selon moi, je pense que c'est l'invention des ordinateurs. Enfin, je parle plus personnellement, mais nous on fait beaucoup de statistiques pour traiter les données qu'on acquiert du coup pendant nos expériences. Utiliser des logiciels de programmation, quelque chose qui est complètement automatisé. Je trouve que ça facilite vraiment la vie parce qu'on n'est plus à faire des calculs sur des milliers de pages. Puis même, je pense qu'on pourrait plus passer, que ce soit d'ordinateur ou même de téléphone, surtout avec l'utilisation d'Internet. Je pense qu'on n'arriverait plus à s'en passer aujourd'hui. Je pense au fil du temps, ça s'améliore. Parce que, par exemple, pour les sujets de thèse, c'est de plus en plus interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va à la fois toucher à de la chimie analytique, à de la microbiologie, à de la pédologie, vraiment plein de disciplines variées. Auparavant, les scientifiques étaient vraiment très spécialisés dans un domaine sans forcément avoir d'interaction avec les autres scientifiques, alors que maintenant, il y a vraiment beaucoup plus d'échanges. Il y a de plus en plus de congrès, notamment aussi quand c'est possible à l'étranger, où du coup les scientifiques vont pouvoir se rencontrer, partager leurs résultats, leurs avancées. Donc je pense que c'est de plus en plus un monde de partage. Et c'est pour ça aussi, j'imagine qu'on progresse de plus en plus vite également. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça reste encore compliqué. Après, je sais qu'il y a eu certaines découvertes, notamment d'érosion ou d'altération sur Mars, donc avec des figures sédimentaires qui semble dire qu'il y a déjà eu à un moment donné de la présence de l'eau, donc qui dit l'eau dit aussi la vie. Mais après, quand je vois ce qu'on a fait à la Terre, comment on l'a pollué, si c'est pour polluer une autre planète, je pense qu'il faut déjà qu'on s'occupe de la Terre avant de voir pour après. Je pense, oui, parce que moi, travaillant dans la dévolution des sols, justement, j'espère que la science va de plus en plus servir, pas pour forcément perfectionner toutes les inventions qu'on peut utiliser dans la guerre ou d'autres choses assez tragiques, mais des problèmes comme justement la pollution de l'environnement, que ce soit les sols, l'eau, et vraiment de plus en plus s'investir là-dedans, parce que avec tout ce qu'on connaît, donc avec le réchauffement climatique et autres, vraiment qu'on s'intéresse de plus en plus à trouver des techniques pour dépolluer tout ce qu'on a pollué jusqu'à maintenant. On a en science ce qu'on doit normalement tous respecter, c'est-à-dire l'intégrité scientifique, où justement on ne doit pas tricher sur les données. En tant que doctorante, où j'ai encore une partie de formation, justement on est très briefé là-dessus, où on ne peut pas trafiquer nos résultats, on ne peut pas trafiquer nos données. C'est vraiment quelque chose même sur lequel on peut vraiment être puni, c'est-à-dire complètement radié. En fonction des traitements, des analyses, des traitements qu'on utilise sur les données qu'on a, on peut faire un peu ressortir
ce qui nous arrange, mais enfin, quand on est vraiment dans la recherche, justement, on ne peut pas exclure certaines données, on est vraiment obligé de faire un traitement sur l'ensemble des données. Mais des fois, on va dire chacun peut dire sa vérité, même à travers justement des images. Par exemple, si vous mettez deux courbes, une en rouge et une en verte, on va tout de suite se dire ah bah la verte est la meilleure, alors qu'au final c'est peut-être l'inverse. Et on peut jouer là-dessus pour donner une vérité. Si vous montrez un graphique où il n'y a que du rouge partout, là ça va alerter les personnes, alors que si vous mettez avec un fond bleu, tout de suite on va se dire bon bah c'est pas si alarmant.